Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois un invité de choix, un invité de valeur. Il s'appelle Jean Lucas. Il a été président de Radio France de 2009 à 2014 et de France Inter de 1999 à 2004, correspondant de France Inter à Washington dans les années 80, créateur de la très populaire émission de Radio Synergie dans les années 90. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un livre qui s'appelle Les Ondes Merveilleuses, la radio à 100 ans. Bonjour Jean Lucas. Bonjour. Alors, pourquoi avoir décidé d'écrire ce fabuleux livre ? Écoutez, j'étais dans mon potager quelque part en Normandie et puis mon éditrice m'a appelé. Elle avait repéré que c'était le 100e anniversaire de la radio. Et donc, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse d'écrire sur la radio? Je dis, bon, je vais pas me faire que des amis ou je sais pas. Enfin bref, mais j'aime tellement la radio que j'ai pas pu résister. Donc, j'ai fait ce qu'elle me demandait. Et puis, surtout, ce qui m'a déclenché, c'est que j'ai célébré le 50e anniversaire de la Maison de la Radio il y a quelques années, et en 2013. Et donc, j'avais relu le discours que De Gaulle avait fait à cette occasion. Il était venu inaugurer la Maison de la Radio 50 ans plus tôt, et il avait employé cette expression « ces ondes merveilleuses ». Et je m'étais dit, tiens, ouais, je peux pas, il faut bien, il faut être un peu... montrer un peu de gratitude envers cet engin qui s'appelle la radio, parce que je dois tout à la radio. Ma vie, ça a été la radio. Encore une fois, c'est vrai, je dois tout aux gens que j'ai rencontrés grâce à la radio. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai été gâté comme c'est pas permis. J'ai fait à peu près tout dans ce métier-là. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, tu as un devoir. Il faut que tu rendes hommage à la radio. Et comment vous avez écrit ce livre ? En fait, vous avez pris des notes ? Comment ça s'est passé exactement ? Enfin bon, moi je recommande pas ça pour tout le monde, mais je m'assois derrière mon ordinateur, puis j'y vais. Et puis quand je me documente, quand je cherche un truc ou que j'ai un trou de mémoire, et puis j'essaye de faire quelque chose de personnel, parce que je vais pas écrire une anthologie de la radio sur la technologie, sur les inventions, etc., etc. Je suis absolument pas compétent. Mon métier, moi, c'est journaliste, donc j'essaie de me souvenir de ce que j'ai connu. Puis quand j'ai pas connu, je me renseigne. J'ai une grosse bibliothèque chez moi, comme plein de gens. Et puis j'essaye que ça dure pas 107 ans, parce que j'ai un chien à promener et de temps en temps et des chevaux à monter. Et donc j'ai pas que ça à faire, quoi. Mais je conseille à tout le monde d'écrire quelque chose sur quelque chose qu'il connaît un peu. Comme ça, c'est un passe-temps formidable. Et puis ça permet de ranger un peu ses idées. Quel est le meilleur souvenir que vous ayez en radio ? Je peux pas répondre à cette question. J'ai plein de meilleurs souvenirs. C'est surtout des rencontres pour moi. Enfin bon, c'est pas que des rencontres, mais c'est d'avoir vu des choses, c'est d'avoir vu des pays, c'est d'avoir rencontré, je sais pas moi, Leonard Cohen par exemple. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est d'avoir discuté avec des gens qui étaient tout à fait remarquables, de les avoir écoutés, c'est de m'être baladé dans New York ou d'avoir rencontré des gens formidables en Haïti ou en Amérique du Sud ou au Mexique ou vous voyez, ou en Russie. Donc c'est tout ça pour moi. Donc il n'y a pas eu de meilleurs moments. Enfin, les meilleurs moments, c'est quand on est derrière un micro et qu'on interviewe quelqu'un dans un studio qui est bien équipé. Ça, oui, ça c'est probablement les meilleurs moments. Mais je me rends compte en vous le disant que c'est pas tout à fait vrai non plus. Tout a été bien dans ce métier. Tout m'a appris quelque chose. Et je suis tellement reconnaissant à la radio. En plus, c'est un travail de solitaire, la radio. Je sais pas, vous devez le savoir vous-même. C'est-à-dire qu'on est le seul responsable de ce qu'on dit et le seul responsable de ce qu'on fait dire aux gens. Donc, c'est un métier de liberté. Alors que quand j'ai bossé à la télévision, c'était pas tout à fait comme ça. Fallait une équipe, fallait de la lumière, fallait des tas de gens, fallait une régie, fallait un réalisateur. Enfin bref, ça, je trouve que ça simplifiait pas l'interaction avec un individu. Tandis qu'à la radio, c'est pas comme ça. On est seul avec quelqu'un, on est seul. Enfin, oui, il y a cette espèce de relation qui est très privilégiée et c'est tout à fait jouissif. Alors, vous avez rencontré plein de gens dans ce livre. Il y a plein de portraits. Je me souviens effectivement que vous parlez effectivement de Jean-Yann, de Gérard Cyr, du Pop Club, José Arthur. C'est toutes des petites choses effectivement que j'ai écoutées. Et puis Jean-Yann est mon père spirituel en radio. Donc je peux vous dire que j'étais aux anges quand je vous ai lu.
tous ces gens-là sont mes idoles, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le terme qui convient, mais vous parliez de José Arthur. C'était un maître. C'était absolument un maître. Et en plus, tous ces gens ont eu un parcours de vie extraordinaire. Et je trouve que c'est un peu différent aujourd'hui d'ailleurs. Ils sont un peu plus formatés, les gens qui travaillent à la radio. Ils ont fait une école, un truc, un machin. Enfin, ils ont un parcours comme ça. Parce que tous les gens dont vous venez de parler, c'était des gens. Gérard Cyr était inspecteur du fisc avant, vous voyez. José Arthur, il a tout fait. Enfin, il était secrétaire de François Perrier. Jean-Yann, puis il a été, je sais plus quoi encore. Enfin, tous ces gens ont vraiment quelque chose de particulier dans l'âme. Et ça se sentait quand derrière mon transistor, quand j'écoutais les contes de Gérard Cyr, j'étais absolument fasciné par cet homme-là. Et quand en plus après j'ai eu la chance de le rencontrer et puis de lui parler, puis de bénéficier de sa gentillesse, de sa sympathie, de son humour, de sa culture, donc j'étais aux anges avec ces gens-là. Moi, José Arthur, c'était mon pote. Et ça a pris du temps. On n'était pas la même génération. Puis lui, il avait une carrière extraordinaire déjà. C'était déjà une star quand moi je l'ai approché en entrant à France Inter. Mais j'ai adoré ces gens-là. Ils m'ont beaucoup appris. Et il y en a un aussi qui m'a beaucoup appris, c'est Pierre Bouteiller, qui n'était pas l'homme le plus facile dans la vie. Enfin, il avait un caractère assez particulier, moi aussi d'ailleurs. Mais il m'a appris un truc formidable, parce qu'on s'engueulait pas mal tous les deux. Et moi, à un moment, j'étais directeur d'information, puis je faisais l'émission en plus, et lui, il était directeur des programmes sur France Inter. Et un jour, on s'est un petit peu engueulé, enfin voilà, on s'est un peu écharpé autour d'une de ces chroniqueuses qui m'avait refilé, comme ça, quand il avait quitté l'antenne, le fameux magazine de Pierre Bouteiller. Puis j'étais pas trop en accord avec cette chroniqueuse, et il m'avait dit, il faut jamais avoir peur du talent des autres. Et ça m'a profondément marqué, parce que c'est vrai, on est tous un peu égocentrés, surtout dans ce métier-là. Et ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, oui, tu devrais écouter plus attentivement, mieux comprendre. Même si tu n'aimes pas telle ou telle personne, elle a du talent, reconnais-le, accepte-le, profites-en. Ça fait pas d'ombre le talent des autres. Et c'est une des leçons magistrales que j'ai reçues de Pierre Bouteiller. Et alors, aujourd'hui, quel est le lectorat des Ondes Merveilleuses? Qui lit en fait ce livre? Des amoureux de la radio, des gens qui découvrent la radio, des gens qui découvrent l'histoire de la radio? Je sais pas, peut-être tout ça à la fois. Enfin, je sais pas si c'est un best-seller. Mais je crois, oui, les retours que j'ai, c'est très curieux. Alors, il y a beaucoup de gens du métier, surtout s'ils sont cités dans le bouquin, ceux qui sont pas morts. Donc, ceux-là, ils m'envoient un petit texto pour me dire que c'est vraiment sympa de revoir tout ça. Et puis, il y a aussi des gens, il y a plein d'amoureux de la radio. Vous savez, il y a plus de 40 millions de Français qui écoutent la radio tous les jours. Et c'est pour ça aussi que quand on me dit que la radio, ça se porte pas aussi bien qu'avant, je dis OK, trouvez-moi une entreprise qui a 40 millions de clients par jour. Hein. Même les boulangers n'en ont pas autant. Donc, la radio n'est pas morte. Et c'est un compagnon extraordinaire, quoi, la radio, pour un tas de gens. Et j'ai des retours parfois par le biais de mon éditeur, enfin de mon éditrice, qui sont contents d'avoir eu un petit coup d'œil sur l'histoire de la radio, ce que ça veut dire. Puis j'ai aussi d'anciens clients entre guillemets de Synergie ou du journal de 13 heures qui m'écrivent, qui m'envoient un petit mot gentil, et ça me fait très plaisir d'ailleurs. Et puis surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens s'intéressent à la radio. Voilà, la radio, c'est un art formidable, et c'est un art indispensable, et c'est un art gratuit. Donc allez-y, écoutez la radio. Alors justement, vous, Jean Lucas, qu'est-ce que vous écoutez comme radio aujourd'hui? Alors moi, je suis prisonnier de mon histoire personnelle. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup les stations de Radio France. J'écoute toujours France Inter. J'ai été patron de cette station pendant des années, donc c'est une station à laquelle je suis très 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 attaché. Et puis je trouve que les antennes de Radio France il y a des défauts, bien sûr, j'en sais quelque chose. Et la perfection n'existe pas, loin de là. Mais il y a du contenu. C'est-à-dire qu'on s'adresse un peu au bout de cerveau disponible qu'on a. Et ça, c'est quelque chose qui m'est indispensable, parce que ce sont des radios sur lesquelles je peux me concentrer quand j'écoute. Quand ça m'ennuie, je tourne le bouton, hein, voilà. Mais France Inter, par exemple, c'est une grille de programme. C'est pas celle que j'aurais faite aujourd'hui. Hein, on est toujours là pour critiquer le travail des autres.
Mais il y a toujours du contenu, il y a toujours, voilà, ça peut m'agacer, ça peut me fâcher, ça peut tout ce qu'on veut, mais aussi ça peut m'enthousiasmer, puis ça peut m'apprendre des choses. Mais en fait, je cherche ça dans la radio, apprendre des choses sans arrêt. J'ai besoin de ça, c'est une nourriture, j'ai besoin de ça. Et je me suis aperçu il y a des années et des années et des années de ça que j'étais beaucoup plus concentré en regardant mon transistor qu'en regardant la télé. Donc voilà quoi. J'avoue que j'écoute ça. Et puis j'aime bien les voix. Donc alors quand il m'arrive d'écouter d'autres radios, VA ou TSF ou tout ce qu'on veut, ou Europe ou RTL, il y a des choses aussi qui me conviennent là. Mais c'est vrai que je suis attaché à ces antennes du service public. Alors vous parlez de voix justement. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne voix d'animateur radio? Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un bon animateur radio? Ouh là 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 là, vous avez combien de temps là? Bah une voix, c'est. Je prends toujours l'exemple de Mastroianni. Moi, j'ai interviewé Mastroianni plusieurs fois. Sa voix me fascinait au point que j'écoutais même pas le verbe, c'est-à-dire le sens de ce qu'il disait. Ça m'échappait totalement. J'étais fasciné comme une midinette en écoutant cette voix. Voilà quoi. Donc je suis Leonard Cohen, pareil, c'est une voix tout à fait extraordinaire. C'est marrant parce qu'un jour il y a une psychiatre de l'hôpital Sainte-Anne à Paris qui m'a appelé. Elle m'a dit j'aimerais bien qu'on se voit. Alors, ouais, bon, on va se voir. Et puis elle me dit je m'intéresse aux voix parce que c'est le canal de communication avec mes patients. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. Et donc, vous avez une voix bizarre. Je sais qu'est-ce qu'elle a de bizarre, ma voix? Hein? Bizarre? Vous avez des bizarres? Elle me dit, vous avez une voix pathologique. Je me dis, ça, c'est inquiétant ce que vous me dites, docteur. Et elle me dit, non, c'est pas grave, hein, Hitler avait une voix pathologique et le pape a une voix pathologique. C'est très inquiétant. Elle me dit, non, ça veut dire qu'il y a une anormalité dans votre voix, mais c'est très courant. Il y a plein de gens qui ont une voix avec une anormalité. C'est pas une maladie, c'est comme ça, quoi. Et en fait, la voix, c'est marrant, vous travaillez à la radio, donc vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand vous écoutez une voix à la radio, vous savez si l'homme qui est derrière la voix vous ment, s'il vous dit la vérité, s'il est sympa, s'il sait de quoi il parle, s'il est moqueur, s'il est joyeux, s'il est triste, s'il est neurasthénique, s'il a des enfants. Vous finissez par tout savoir à travers une voix. Et c'est pour ça que je trouve ça fascinant. Quant à l'autre question, qu'est-ce qu'un bon animateur? Franchement, j'en sais rien. J'ai essayé, moi, d'être un bon animateur. Est-ce que j'y suis parvenu? J'en sais absolument rien. Je doute toujours beaucoup de tout, moi. Donc, il y a des jours où j'étais vraiment pas content de mon travail, puis il y a des jours où j'étais bien concentré, bien en empathie, bien attentif, et je crois que je faisais du bon boulot. Mais je crois qu'un bon animateur, j'aime pas le nom animateur, d'ailleurs, j'aime pas le mot, mais un bon animateur, allons-y comme ça, c'est quelqu'un dont les questions sont plus courtes que les réponses. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'en ai un peu marre j'entends des animateurs qui posent une question qui dure 3 minutes et puis qui interrompent la personne qui les interroge 30 secondes après. Ça m'est insupportable. C'est le contraire de notre métier. Donc j'encourage tous les animateurs à avoir des questions courtes parce que quand on a bien travaillé, les questions sont courtes. Quand on a mal travaillé, on patauge dans des questions très longues. Alors j'aimerais qu'on parle aussi de votre éditeur, donc Back Street, Cynthia qu'on salue d'ailleurs au passage dans l'interview. Comment la rencontre s'est faite avec Back Street? Bah, elle est américaine, donc un jour Roland Quérol m'a dit tiens, j'ai une amie qui voudrait te voir, elle est éditrice, elle est américaine et elle s'intéresse évidemment à la politique américaine et donc c'était au moment de l'élection d'Hillary Clinton. Donc, comme j'avais rencontré Hillary Clinton dans une vie antérieure, j'ai écrit un bouquin avec elle. Et puis bon, petit à petit, elle m'a rappelé. Puis on s'est bien entendu. Et puis en plus, c'est une démocrate convaincue. Donc, j'aurais pas pu travailler avec quelqu'un qui votait Donald Trump, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on s'entend bien. Et puis, elle est courageuse. C'est une éditrice qui prend des risques. C'est pas une grosse maison d'édition, hein, c'est sûr, elle est indépendante. Et c'est très dur de maintenir sa boutique quand on est indépendant dans le monde d'aujourd'hui. Toutes les maisons d'édition sont concentrées dans des gros groupes. Et donc, c'est très compliqué, mais je suis fidèle à Cynthia Libaud. Et qu'est-ce que vous pensez du podcast?
Cette nouvelle façon, effectivement, de poser sa voix et de raconter des histoires, parce que la radio, c'est raconter des histoires et donner de l'imagination aux mots. Oui, alors c'est curieux que vous me posiez cette question parce que le journal du dimanche, j'avais donné une interview au journal du dimanche pour la sortie de ce livre, Saison merveilleuse, et puis ils avaient titré sur Jean Lucas les podcasts, c'est pas la folie. Et c'est marrant parce que d'abord je parle très peu des podcasts dans ce livre, je crois qu'il y a 2 lignes sur les podcasts, et donc pour moi tout ce qui fait qu'on met la voix, le son en valeur, ça, c'est digne d'attention et de respect, de temps en temps d'admiration. Et puis en plus, chacun a le droit de choisir son mode de consommation de l'audio, quoi. Et donc vive les podcasts. Je suis pas fanat des podcasts natifs, c'est-à-dire que quand une antenne, et c'est le cas de toutes les antennes maintenant, fabrique des podcasts qui sont pas diffusés en flux sur leur antenne. Donc moi je suis un fou du direct, donc j'ai un problème avec ça. Mais après tout, pourquoi pas? C'est une offre d'éducation, une offre de culture, donc faut pas s'en priver. Et il y a un petit souci quand même, si je vois ça aux États-Unis, parce que j'écoute beaucoup de podcasts quand je vais aux États-Unis, j'ai un petit souci avec le fait qu'il n'y a pas d'éditorialisation, enfin de responsabilité éditoriale. Et donc de temps en temps, on entend des horreurs sur des podcasts parce qu'il n'y a pas de responsabilité éditoriale. C'est d'ailleurs ce qui fait que Spotify, enfin il y a des gens comme Neil Young qui vient de sortir de Spotify, vous savez, cette plateforme musicale, parce que sur cette même plateforme, il y a des podcasts qui sont invraisemblables, qui sont des appels au meurtre, quoi, quasiment. Donc voilà. Donc je me méfie de ça, mais à part ça, vive les podcasts. C'est pas la radio qui va faire la tronche à l'égard de gens qui font de la radio. Enfin, font de la radio sous une autre forme, mais c'est une forme souvent très léchée, très documentée. C'est un très beau travail. Puis il suffit d'écouter les podcasts de France Culture. Et là, il y a beaucoup de podcasts natifs, donc ça, je suis un peu partagé là-dessus, mais la qualité y est, et la consommation y est. Donc, c'est pas beau la consommation, mais ça veut dire que ça intéresse les gens. On est libre, si on est un fan de podcasts, on est libre de choisir son offre, et plus l'offre est large, meilleur c'est pour le cerveau. Et j'aimerais avoir votre avis aussi, Jean Lucas, sur les radios digitales, ce qu'on appelle les web radios. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir effectivement pour les web radios, ou est-ce que effectivement ça va être une passade? Moi, je pense qu'il y a un avenir pour tout dès lors qu'on a de l'imagination et qu'il y a des contenus. Donc, je me pose jamais la question. D'abord, je suis pas moi très en point dans ce qui concerne la technologie. Tous les gens qui ont travaillé avec moi le savent. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Je suis sûr que quand il y a une offre et qu'il y a du contenu, c'est ça qu'il faut privilégier, et donc l'offre trouvera son chemin. En revanche, si les radios, que ce soit des web radios ou autre chose, n'arrivent pas à se surpasser, je pense que ce sera la faillite pour tout le monde, quoi. Et donc, j'y crois pas en disant ça, mais je pense que le moteur, en fait, c'est pas le mode de diffusion. Le moteur, c'est la classe des gens qui travaillent là-dedans, leur imagination, leur intelligence, leur pertinence, leur ténacité, et ça, et le service qu'ils rendent. Et donc, vous savez, si vous rendez un immense service, hein, que vous soyez une web radio ou une chaîne généraliste du service public, vous n'avez pas les mêmes moyens, certes, mais vous trouverez votre chemin, vous trouverez votre clientèle, encore un mot que j'aime pas beaucoup. Alors, dans le livre Les ondes merveilleuses, vous parlez donc de ces portraits, et vous parlez entre autres de Philippe Gildas. Et Philippe Gildas, oui. C'est vrai que bon, pour les gens qui ont 52 ans comme moi, ça nous rappelle Nulle part ailleurs, ça nous rappelle Europe 1, etc. D'ailleurs, vous parlez d'Europe 1, d'RTL et de toute forme de radio. Hein. Oui, bien sûr. Mais Philippe, c'est pareil. Philou. C'est quelqu'un que j'ai découvert, moi, à France Inter. Il est venu travailler à France Inter. Il faisait le 6-9 le matin. Et donc, ça a été une expérience merveilleuse. C'était dans les années 74-75, si j'ai bonne mémoire. Et donc, on a découvert des trucs que nous, on connaissait pas, parce que France Inter, à l'époque, c'était un peu guindé, oui, un peu... Enfin, on rigolait pas tous les jours, surtout à la rédaction. Et donc, quand il est arrivé, il nous a appris plein de trucs qui venaient des périphériques, qui venaient d'Europe et d'RTL, où il avait bossé aussi. Et c'était un journalisme hors pair, quoi. Ces gens m'ont toujours bluffé,
qui arrivait le matin à la conférence de rédaction à 4 heures du mat et qui regardait les dépêches, qui disait c'est ça, ça, ça et ça. Ça prenait 5 minutes, quoi. On n'était pas en train de d'éplucher des plures d'oignons jusqu'à ce qu'on ait une idée. Et ça m'a complètement bluffé, ça a renforcé mon goût du journalisme et puis du dynamisme journalistique. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a des gens comme ça qui ont la classe, une voix extraordinaire. D'ailleurs, j'ai conservé ces micros des Neumann. Il avait choisi ce micro-là parce que ça correspondait à sa voix, puis ça facilitait l'interview. Enfin, ça gérait mieux l'espace dans un studio. Et j'ai sur ma cheminée, là, j'ai ces 2 micros Neumann. Et c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup de choses. Mais comme je dois beaucoup de choses à tout un tas de gens. Et donc, ça a été marrant. Je l'ai revu après, en rentrant aux États-Unis, quand il bossait sur Canal avec Antoine Decaune. Et donc, à un moment, il était question que j'aille travailler avec lui, là-bas. Et puis, j'ai renoncé parce que je voulais rester journaliste et pas saltimbanque. Et lui, ça m'a toujours bluffé qu'on puisse passer. C'était un type d'un sérieux journalistique extraordinaire et que tout à coup, ils se mettent à faire le zouave avec Antoine. Et j'avais trouvé que c'était un signe de bonne santé, de courage aussi, parce que peu de gens franchissent le Rubicon à ce point-là. Et lui, il n'avait rien perdu au respect qu'on lui doit. C'est-à-dire, il était resté absolument respecté et admiré par ses confrères journalistes. Donc, chapeau l'artiste. J'aimerais qu'on parle aussi d'une grande dame de la radio qui nous a quittés, c'était Macha Béranger, vous en parlez dans le livre. Alors ça, c'était un personnage aussi tout à fait étonnant. Pareil, un parcours étonnant. Elle avait cherché à être comédienne, elle avait joué d'ailleurs un peu au théâtre et un peu dans des téléfilms. Et c'était une diva. Donc, fallait la traiter comme une diva. Alors, c'était pas très grave quand on était collègue, mais quand on devient son patron, ça devient assez compliqué. Donc, à un moment, j'étais directeur de France Inter. Et puis, elle était assez difficile à vivre. Enfin, il fallait la manier comme une diva. Je me souviens, elle est tombée dans les pommes dans mon bureau un jour, parce que j'avais dit je sais pas quoi, c'est évanoui. Enfin, c'était Sarah Bernard, quoi. À part ça, pareil, j'aurais peut-être pas fait ce genre d'émission comme elle le faisait, parce que de temps en temps, j'écoutais 1h du matin et je me disais, oh là là, le type qui est au bout du fil, il va se suicider si elle continue. Mais elle avait sa clientèle, elle adorait son métier. Et puis, elle avait quelque chose d'une starlette, quoi. D'abord, son fiancé, son amant de cœur, c'était Louis de Funès, qui de temps en temps l'amenait en Rolls-Royce devant la porte B de la maison de la radio. Ça laisse des souvenirs, vous voyez. Et puis, elle a été virée. Enfin, je suis parti, puis elle a été virée. Et je me suis dit, bon, de toute façon, on sait tous que ça dure jamais longtemps. Elle, ça a duré des années, des années et des années. Mais quand on est derrière un micro, on sait que ça va pas durer autant que les impôts. Donc, on est toujours prêt à se faire virer. J'en sais quelque chose. Et donc, elle est partie et ça m'a fait, donc, moi, ils l'ont licencié 2 ou 3 mois après mon départ. Et ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait, je sais pas, j'avais finalement développé une certaine tendresse pour ce côté un peu Colette hystérique et gentille au fond. Donc voilà, mais c'était un parcours et je reviens toujours à ça. Mais tous ces gens, ils ont apporté ce que la vie, en bien ou en mal, leur avait fait. Et ça se sentait quand on les écoutait dans le poste. Oui, et puis vous parlez de quelqu'un aussi qui a été très important pour France Inter, c'était Roland Dordain. Ah, ce cher Roland. Ah, ça, alors j'ai eu des relations difficiles avec lui, parce que Jean-Marie Cavada, qui était PDG de l'époque, me l'avait mis un peu, même soufflé dans le cou comme conseiller. Or, s'il y a quelque chose dont on n'a pas besoin quand on est directeur d'antenne, c'est d'un conseiller. Ou alors, faut faire un autre métier, c'est à vous d'apporter des idées. Mais en même temps, donc ça, c'était mes relations personnelles avec lui, mais en même temps, il a apporté infiniment de choses à la radio de service public, à France Inter, infiniment de choses. C'est lui qui a inventé Pierre Bouteiller, José Arthur, et plein d'autres encore, Gérard Klein, enfin, toutes les stars de la grande époque de France Inter, quand il y avait que 3 radios généralistes, 4, c'est Roland Dordain qui les a dénichés, et il a eu du courage parce que
il était un peu de droite, hein, Roland Dordain. Enfin, à l'époque, fallait être un peu de droite, sinon on trouvait pas de boulot. Et donc, enfin, que je parle des patrons, des dirigeants. Et donc, il avait quand même pris des risques parce que introduire le perfide Pierre Bouteiller, persifleur, à une heure de grande écoute sur France Inter sous Pompidou, c'était pas évident. Donc, je lui tire mon chapeau et puis encore une fois, c'est ce que je disais au départ. Quand il y a du talent, il faut reconnaître le talent. Et chez Dordain, il y avait infiniment de talent. Oui, puis il avait fait aussi les enfants d'Inter, c'est-à-dire qu'il donnait la relève l'été, effectivement, aux jeunes animateurs. Oui, mais ça, c'est tous les directeurs d'Inter ont essayé de faire ça. Je veux dire, la grille d'été, c'est fait pour ça. Hein, c'est fait pour repérer des talents et donner une chance à des gens qui sont pas installés, donc des gens jeunes en général. Et c'est bien comme ça. Et j'espère que, je sais pas, j'ai pas repéré que ça avait beaucoup changé aujourd'hui sur France Inter. Il y a encore les jeunes ont encore leur chance dans cette station. Ce filet de bon. Tout à fait. Alors pour conclure, Jean-Luc Hess, justement aujourd'hui, si on vous proposait de faire de la radio, quelle serait l'émission idéale que vous aimeriez effectivement animer ? Je vais peut-être pas vous surprendre du tout, mais j'ai tellement adoré faire Synergie que je referais volontiers ce genre d'émission parce que c'était une émission où, moi j'essayais de me mettre très en retrait et où les gens conversaient entre eux, c'est-à-dire j'essayais d'avoir 2 ou 3 invités, parfois il y en avait qu'un parce que c'était une méga invité, mais la plupart du temps j'essayais d'avoir 2 ou 3 personnes très différentes dans leurs activités, que ce soit politique, artistique ou autre, et puis qui parlent entre eux. Et c'est pour ça que j'avais appelé ça Synergie, parce que la synergie, c'est le fait que 2 éléments se rejoignent pour faire un 3e élément qui est différent de nature. Et j'adorais faire ça. D'abord, ça demande un peu de travail, mais c'est pas l'esclavage. Puis vous voyez tous les gens que vous voulez voir, parce que les gens refusent pas de venir dialoguer. Et j'y ai pris un tel bonheur, c'était ma récré du soir. Parce qu'à l'époque, j'étais directeur de la rédaction, je présentais 13-14, enfin, je faisais des conférences, donc j'étais un peu crevé vers 6 heures du soir. Et hop, on envoyait l'indicatif, style dame. Et puis, je passais 3 quarts d'heure ou 40 minutes ou 50 minutes avec des gens que je voulais rencontrer. Et donc, ils parlaient à ma place. C'était épatant. Eh ben, en tout cas, il faut lire ce livre, Les ondes merveilleuses, la radio à 100 ans de Jean-Luc Hess, aux éditions Back Street. Merci Jean-Luc Hess pour effectivement cet entretien. Ça a été que du bonheur de pouvoir vous entendre effectivement parler du monde de la radio. Vous êtes trop sympa et c'est moi qui vous remercie infiniment. Merci, vous ne quittez pas, je vous retrouve en antenne. Si vous aussi vous voulez être interviewé, que vous avez un livre, vous parlez du monde de la radio ou effectivement des entrepreneurs, parce que des experts c'est les entrepreneurs aussi, eh bien vous pouvez me contacter sur contact@libre-antenne.fr. Contact@libre-antenne.fr. N'oubliez pas de commenter, de partager et puis aussi d'en parler un petit peu autour de vous, de ces interviews des experts. Et merci de votre fidélité. Je vous dis effectivement à demain avec un nouvel invité.